Chers amis de TV Liberté, bonjour, bienvenue de retour sur le plateau du Plus d'éléments pour vous présenter le dernier numéro de notre revue Éléments, la revue pour la civilisation européenne. J'ai à mes côtés des gens que vous connaissez évidemment. Commençons par notre ami Rodolphe Carte. Vous êtes un collaborateur d'Éléments, vous êtes maintenant, on peut le dire, une figure montante de la droite souverainiste, identitaire, nationaliste. Voilà, parce que je sais que vous aimez le terme nationaliste, on en reparlera peut-être tout à l'heure. François Bousquet, notre bien-aimé rédacteur en chef. Quel est le dernier livre paru? C'est le livre sur Alain de Benoît. Sur de Benoît. Sur Alain de Benoît. Voilà, exactement, mais il fait bon de le noter, toujours disponible à la Nouvelle Librairie. Notre ami Patrick Luzinski. Bonjour Olivier. Notre directeur artistique, et le grand retour de Christophe André Maxime, qui n'est jamais d'ailleurs vraiment parti, puisque vous êtes un fidèle de cette émission. Bonjour à tous. Merci. Alors au programme, évidemment, le dernier numéro d'Éléments, comme d'habitude. Alors on remarquera l'excellente et la très belle couverture du dessinateur Marceau, bien connu sans doute des téléspectateurs de TV Liberté, un entretien avec Driss Ghali, un dossier sur lequel nous reviendrons sur la guerre civile. C'est vrai que nos sociétés de plus en plus fracturées et communautarisées peuvent laisser craindre un jour une explosion. Et puis, votre enquête, François, l'enquête sur le racisme anti-blanc. On va peut-être commencer, chers amis, puisque c'est les événements récents en Angleterre nous le montraient, il y a eu des émeutes, durement réprimées d'ailleurs par le nouvel gouvernement travailliste. La guerre civile, voilà. Alors, un de nos amis qui intervient d'ailleurs dans ce numéro, Éric Werner, avait écrit L'avant-guerre civile, c'était dans les années 90. Qu'en est-il aujourd'hui? C'est un livre qui d'ailleurs semble assez prophétique aujourd'hui. Oui, qu'il a ressorti, le livre a paru aux éditions L'Âge d'Homme dans les années 95, 96, 97. Il est ressorti chez Xenia avec une mise à jour. C'est l'avant-guerre civile, on n'a pas quitté l'avant-guerre civile, il n'y a pas de guerre civile. Le cas de l'Angleterre démontre que s'il y a une guerre civile, elle s'effondre d'elle-même, quoi. Mais cela étant dit, ça a été pour nous le prétexte. Je crois que c'était le 29 juillet, le meurtre de 3 fillettes, et puis après il y a 5 blessés ou 7 blessés, qui a déclenché des émeutes interethniques, donc en l'occurrence raciales et interreligieuses en Angleterre. On n'avait pas vu ça depuis 20 ans, depuis les émeutes de Bedford. C'est quand même une spécificité insulaire, les émeutes des indigènes contre des remplacés, contre les remplaçants. On n'a pas ça en France, et on a vu que le pouvoir politique anglais, le pouvoir judiciaire anglais, prenait le parti des remplaçants, et donc nous on a profité de l'occasion pour parler de la narco-tyrannie, du 2 poids 2 mesures. C'est le mot d'Elon Musk. Elon Musk a dit 2 tweets au passage, sans Musk et sans X, sans Twitter. On n'aurait pas eu accès à l'information en Angleterre. On n'aurait eu accès qu'au récit officiel. Ce sont des émeutes de l'extrême droite, complotistes, à partir d'une fake news. Et au départ, il y a une fake news. On dit que c'est un immigré musulman clandestin, alors que c'est un Britannique d'origine rwandaise, vraisemblablement chrétien, qui a commis ce meurtre. Mais il n'empêche, sans Twitter et sans Musk, on n'aurait pas été informé. Musk a été le premier à parler de guerre civile en Europe. La guerre civile en Europe arrive. Et il a été le premier vraiment à pointer du doigt ce 2 poids 2 mesures. Repensons à la formule de Janco sur Paris Match, le poids des mots et le choc des photos. Le poids des mots, c'était salam alaikum, dit à 2 ou 3 reprises par des chefs de la police locale. Des images d'ailleurs assez avec des images impressionnantes de hiérarques pakistanais, mollahs, imams, et puis chefs de tribus. C'est un univers assez tribal, et avec un salam alaikum. Donc ça, c'est le poids des mots. Et rappelez-vous le choc des photos impressionnant. La princesse de Galles, en l'occurrence Kate Middleton, à qui un imam pakistanais refuse de prendre la main. Le poids des mots, c'est 500, le Premier ministre qui libère 500 places de prison de droit commun, délinquants, donc des délinquants qui ont été condamnés à des peines de prison qui ne vont pas exécuter, pour mettre à la place des pères et des mères de famille qui se sont contentés de reposter des tweets ou des messages Facebook appelant à la violence ou pas d'ailleurs, et le poids des images des milices pakistanaises, encagoulés avec des battes de baseball ou des clubs de golf, en train de traquer la working class britannique, blanche en l'occurrence. Donc c'est le prétexte de ce dossier. Il n'y a pas de guerre civile, mais il y a un climat de pré-guerre civile ou d'avant-guerre civile, comme l'a dit Éric Werner, qui est un philosophe suisse et qui a écrit ce fameux livre. Bernard Wicht aussi qui intervient. Bernard Wicht qui intervient dans le dossier. On a fait un papier consacré à l'Angleterre, un papier consacré
aux États-Unis, il y a un papier consacré à la France, et le cas français, il y a un cas de guerre civile en France. Hein. Alors certes, il est dans l'océan Pacifique, c'est la Nouvelle-Calédonie, mais on est quand même dans une configuration, là pour le coup, quasi insurrectionnelle, hein, 2500 interpellations, à peu près 9000 émeutiers, 11 morts, hein, ramenés à la proportion de la population calédonienne, c'est colossal. Hein, et donc là, il y a une configuration quasiment de guerre civile, hein, mais ça, c'est un cas à part. Hein, et on a profité de plusieurs événements culturels. Le succès de Civil War aux États-Unis, qui est un film sur la guerre civile aux États-Unis, suffisamment ambigu pour ne pas accabler les seuls républicains, mais aussi les démocrates. Hein. En France, il y a eu une série, alors certes réservée aux abonnés de Canal+, hein, mais par l'inventeur du Baron Noir, hein, avec Cadmerade, etc., qui s'appelle La Fièvre, hein, qui repose également sur un contexte de pré-guerre civile, vu par un socialiste. Hein. Vu par un socialiste proche du printemps républicain, d'ailleurs. Proche de, voilà, alors c'est qui n'est pas sur notre, voilà, qui est pas sur notre longueur d'onde, mais néanmoins, c'est quelqu'un qui met pour la première fois sur la table, dans une série télévisée en France, hein, la question de la guerre civile, la question du racisme anti-blanc, qui est aussi un des sujets sur lequel on va revenir, François, à propos mais aussi des ventes des armes à feu. Oui, alors... Ça, notamment préoccupant, notamment aux États-Unis, je crois, mais pas seulement. Mais moi, je réponds dans le papier non, parce que les Rwandais, les Hutus n'ont pas eu besoin d'armes à feu pour massacrer les Tutsis. Les machettes suffisent. En Angleterre, il y a une attaque au couteau toutes les 11 minutes. Hein. Oui. Et des couteaux, ils appellent ça des couteaux zombies. C'est-à-dire que c'est des couteaux dont la lame est ainsi faite qu'elle occasionne des blessures gravissimes et quasiment irréparables. Hein. En France, il y a une attaque au couteau, j'ai 120 attaques au couteau par jour. Hein. En Angleterre, toutes les 11 minutes. Hein. Donc on est dans un climat, c'est ce que dit Eric Werner. Pour le moins anxiogène, en effet. Oui, et puis que les conditions de la guerre civile ne sont pas réunies, parce qu'il faut être deux, il faut qu'un État s'effondre. L'État ne s'effondre pas, au contraire, il est de plus en plus répressif. Hein. Il faut encore d'autres conditions pour que la guerre civile advienne. Mais cela étant dit, on assiste au prolégomène, comme on dirait en philosophie, de quelque chose qui est très inquiétant, et c'est le sujet de notre grand dossier. Je crois d'ailleurs, pour rebondir peut-être ensuite et passer au racisme anti-blanc, que Alain de Benoît, dans les années 80, avait cette formule « société multiraciale, société multiraciste ». À partir du moment où la société se décompose, qu'elle n'a pas une certaine homogénéité, hein, je crois que c'est Lévi-Strauss qui disait qu'une société équilibrée doit à la fois avoir assez d'homogénéité pour pouvoir perdurer. Et s'il n'a pas assez d'homogénéité, et aussi un peu d'hétérogénéité, mais là on n'est pas, on est au-delà de l'hétérogénéité. On est au-delà des configurations. Et il y a eu plusieurs essais même d'auteurs démocrates américains. Hein, Yahya Munk, qui montre que la réussite de l'Europe et des États-Unis, même si aux États-Unis, c'est pas du mono-ethnisme parce qu'il y a la question noire, hein, mais que le succès européen et plus largement occidental repose précisément, alors que c'est un démocrate, hein, sur cette question de l'homogénéité ethnique qui était un non-sujet parce qu'il ne se présentait pas, il avait été intériorisé par population, alors qu'aujourd'hui il se présente à travers une rencontre de plaques identitaires, quasiment un choc tectonique hein, de plaques identitaires. J'aimerais donner la parole, puisque vous avez écrit un essai sur Georges Sorel, donc la violence est quelque chose qui vous intéresse, même si... Qu'est-ce que vous avez à dire peut-être sur ce que vient de dire François, sur cette avant-guerre civile ou cette guerre civile? Est-ce que vous sentez en effet cette décomposition qui peut nourrir cette violence? Effectivement, il y a cette montée des violences intracommunautaires. Mais par contre, comme l'a très bien mentionné François, il y a aussi ce renforcement de l'autre côté de l'État répressif. Il y a l'article de notre collègue Xavier Aimant dans le dernier numéro qui montre très bien que corrélativement à ces violences, continue, de s'agrandir cette pieuvre de la surveillance. Aussi, notre collègue Guillaume Travers avait déjà écrit un livre aux éditions de la Nouvelle Librairie sur la société de surveillance, qui était aussi là un corollaire justement à ce développement des démocraties libérales et multiraciales, ou en tout cas multiethniques qu'on connaît en Europe. Et donc oui, c'est à chaque fois, les deux marchent pertinemment ensemble. Et il y a aussi cette notion d'anarcho-tyrannie qui est intéressante. C'est en fait, on tape sur les mauvais, ou en tout cas sur les victimes, au lieu de s'en prendre justement aux bourreaux. Et on l'a vu au moment de ces émeutes en Angleterre, le peuple qui a eu comme ça un réveil identitaire, mais somme toute légitime justement, on a vu qu'il y a eu cette alliance entre une partie des élites des métropoles, alliée justement à ces populations de remplacement, et la répression a été terrible.
si on faisait à peine un message de soutien sur les réseaux sociaux, on avait dès le lendemain les policiers qui frappaient aux portes, qui défonçaient tout et qui mettaient ces gens en prison. Donc oui, la censure était vraiment assumée par les gouvernants, par les élites, qui assumaient d'être dans la répression de toute critique de la politique migratoire. On va peut-être passer au racisme anti-blanc. Enfin, peut-être Patrick. Oui. Un truc, en fait, le constat quand même, c'est que l'État, c'est le paradoxe, l'État est fort. L'État est fort. Il n'y a pas un effondrement de l'État. Il y a un effondrement peut-être économique, etc. et tout, mais l'État et la Grande-Bretagne comme la France, ils sont quand même, en plus, qui ont eu une politique immigrationniste différente. Hein. On le voit bien sur les communautés en Grande-Bretagne. L'État est fort et l'assume. Et assume cette partie répressive. L'Angleterre l'a dit, hein, on vire des gens des prisons et on mettra les petits blancs qui se permettent de se révolter. Voilà. Je vous dire, l'attitude, vous parliez tout à l'heure, François, de ces images de policiers, de commissaires de police faisant leur salam aleikoum, mais s'agenouillant quasiment devant ces chefs de tribu. C'était assez effrayant, c'était presque dystopique, disons. Pardon, oui, Christophe. Je crois même sur les recrutements ou les promotions internes, sur la police grand-bretonne, il y a des fonctionnaires de police, ils se trouvent de type anglais, qui ont des états de service, qui sont automatiquement pour le coup remplacés, ou alors il y a des promotions ethniques en fait. Il y a une préférence nationale, il y a une préférence extranationale assumée. Et cette notion de la narco-tyrannie est centrale, vraiment centrale. On a fait un dossier là-dessus sur la dictature en marche et Emmanuel Macron. Comme le disait Rodolphe Carte, hein, on a d'un côté un État policier. Les manifestants, les émeutiers en Angleterre ont eu affaire à un État policier. Et en revanche, les remplaçants ont affaire à un État voyou qui copartage le monopole de la violence avec eux. Vous avez un retard d'un jour à l'URSSAF, hein, vous avez une majoration. Un retard d'un jour, en revanche, vous êtes condamné à 4 ans de prison, vous faites 3 mois, ça n'est pas un problème. Mais c'est inconcevable dans le sens inverse. Hein. Oui, donc, comme le dit Patrick, la condition première, hein, c'est même pas d'être deux. Pour qu'il y ait une guerre civile, il faut que l'État s'effondre. La structure étatique souveraine s'effondre, hein, ça n'est pas le cas. Eh bien, écoutez, cher François, on va passer maintenant à votre enquête sur le racisme anti-blanc, notamment dans les écoles. Je pense que c'est quelque chose dont beaucoup de nos amis, notamment des spectateurs de TV Liberté, prennent conscience de plus en plus, surtout s'ils ont des enfants au collège. Alors, racontez-nous un peu cette enquête, comment vous avez procédé. Vraiment, là, pour le coup, moi, je renvoie les téléspectateurs de TV Liberté vers Éléments. Il est vraiment important d'acheter ce numéro parce que c'est un bon numéro. Et je crois que cette enquête, sans toute prétention mise à part, c'est la première fois qu'il y a une enquête sur le racisme anti-blanc, qui est un point mort total, qui n'existe pas. Le racisme anti-blanc, qui est nié. Ça n'existe pas. Le racisme anti-blanc n'existe pas. Or, quand vous parlez avec des jeunes gens qui sont dans les REP, donc dans les zones d'éducation prioritaire, hein, par exemple en Seine-Saint-Denis, où il y a parmi les lycées les plus violents de France, hein, où les élèves blancs, là pour le coup, sont grands remplacés dans la cour d'école et dans la classe, hein, il y a un racisme anti-blanc systématique, hein, systémique donc même, hein, qui est souvent toléré par le corps enseignant. En tout cas, le corps enseignant fait semblant de ne pas le voir. Hein. C'est une souffrance au carré, parce que c'est un racisme au quotidien, qui s'exerce sous les formes de vexation, de violence physique et verbale, de harcèlement, et d'insultes racistes, bien sûr, mais en plus qui n'est pas reconnu. C'est un continent qui est inexploré. Donc pour moi, c'est une première. Jusqu'à présent, il y avait une minuscule enquête, un petit fascicule écrit par un Maghrébin il y a 10 ans, à partir de 3-4 témoignages qu'il avait recueillis sur le Bondi Blog. Hein. Et moi, je commence à accumuler des témoignages pour en faire un livre. Hein. Donc je renvoie les auditeurs et téléspectateurs de TV Liberté vers le numéro d'Éléments. Avec cette enquête qui est vraiment inédite, hein, je crois qu'il faut la lire hein, pour voir. Elle fait d'ailleurs froid dans le dos. C'est un article on parle de. Je pense qu'il faut le prendre au sérieux. Moi, je parle de viol et encore, je peux pas te parler de tout ce que j'ai découvert. Je vais le faire dans un livre de harcèlement, de gens qui sont molestés l'année durant, dans l'indifférence la plus complète, hein, pour quantité de raisons qui sont évoquées dans... avec la complicité du corps enseignant. En général, et des médias, évidemment, et des intellectuels de la France Insoumise, ou des sous-intellectuels de la France Insoumise. Je ne sais pas s'il y a encore des intellectuels, d'ailleurs, à la France Insoumise. En tout cas, peu importe. On veut peut-être passer à quelque chose de plus réjouissant. Je renvoie encore une fois. On va peut-être passer à quelque chose de plus réjouissant, si je puis dire. On a perdu quand même un homme, d'ailleurs quand j'ai appris la mort d'Alain Delon, puisqu'il s'agira d'Alain Delon et de Belmondo, son alter ego en quelque sorte,
comment on pourrait l'appeler? Ils ont une carrière parallèle et en même temps... Des faux frères, peut-être. Des faux frères. Des faux frères. Le flic et le voyou et l'aristocrate. Alors on peut inverser les choses, puisque à Élément, on a voulu participer à cet hommage à notre manière à Delon, avec notre collaborateur Laurent Chang, qui change un peu de registre là. On a fait non pas un duel, mais un petit duo face à face, où en fait on a plus qu'on oppose, on appose la figure de Delon qui vient de disparaître à celle de Belmondo. En fait, ce sont deux tempéraments d'hommes, quasiment deux Frances, non pas qui s'opposent, mais qui se complètent. Donc Laurent, lui, a plutôt développé son admiration émue envers Delon. Laurent, qui est l'auteur d'une chronique extraordinaire dans l'Élément, je trouve, l'histoire militaire, que je lis quasiment en premier dans l'Élément, parce que pour moi c'est d'une profonde originalité, on voit pas ça dans la presse. Laurent est un puits de science sur des domaines que moi je connais mal, comme beaucoup de gens. Et donc voilà, il a apporté sa pierre à l'édifice, où il nous parle de ce grand magnifique, cette icône de Delon. Moi je réponds un petit peu sur la figure, un peu l'autre grand frère Belmondo. Ce sont deux types d'hommes, deux sociologies différentes. Effectivement, l'authentique aristocrate populaire, c'est Delon, et le bourgeois gouailleur, c'est Belmondo. Bébel, notre ami éternel, voilà, ils sont morts tous les deux à 88 ans. Et pourtant l'un était plus âgé que l'autre. Écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire. Il faut revoir une filmographie très très complexe, très complète, très bonne, parfois disparate pour Belmondo et Delon, qui à la fin étaient des producteurs un peu boutiqués, il faut bien le dire. Donc revoir tout ça. On ne pourrait pas ajouter, cher Christophe, et d'ailleurs c'est aussi une question que je pose à nos amis, que moi la première réaction que j'ai eue, outre l'admiration que j'avais pour l'acteur, quand j'ai appris la mort de Delon, c'est il n'y en aura plus comme ça, le moule est cassé. C'est-à-dire c'est un type d'homme, un type de virilité, un type de personnage qui n'existera plus. Une élégance froide, iconique. Moi j'estime que Delon est quelqu'un qui a plus incarné et porté la France, et de fait Delon est plus français que Belmondo, qui est un grand bourgeois d'origine sicilienne, avec de la facilité et autres. On ne tapait pas dans le dos du sympathique Belmondo, en fait. Delon non plus. Belmondo était une espèce de papa à biscotto, même si c'est un grand acteur à qui qu'on admirait. Je pense que Delon nous aurait foutu au pensionnat. Voilà. Et Delon, alors la disparition de Delon, c'est un symbole énorme, bien sûr. Évidemment, c'est pas seulement un type d'homme, c'est une nostalgie, c'est une incarnation de la France, et notamment une incarnation prémonitoire, un peu tragique, et aussi très féminine, parce que je trouve que on nous parle de la vérité de Delon, mais Delon est très fragile, très féminin en fait. C'est Bébel qui est fragile, qui est le gouailleur. Voilà. Et bon, voilà. Et on cite par ailleurs, il y a une citation du film de Joseph Losey, Monsieur Klein, où Delon avoue déjà: j'en avais assez de cette époque. Voilà. Et il s'éteint comme tant d'autres, comme un grand seigneur dans son domaine de Sologne, au milieu de ces énormes bêtes d'Ogalman, tandis que Belmondo, quand même, par ailleurs, préfère les Yorkshire. Voilà. Avec un hommage aux Invalides, mi-plouc, mi-Johnny, comme je le dis. Voilà. Effectivement, il y a une grande émotion des disparitions. Écoutez, on a un petit duo avec le merveilleux Laurent Chang, où on participe à cet hommage national, presque. Delon, Belmondo, les deux derniers monstres du cinéma français, donc à retrouver dans le dernier numéro d'Éléments, Laurent Chang et Christophe André Maxime. Je me tourne maintenant vers notre ami Rodolphe Carte, qui vient de publier, décidément vous publiez maintenant presque 2 livres par an, cher Rodolphe, par trimestre. Vous venez de publier chez notre ami Julien Rossi Faire Légion, qui vient de paraître, je crois. Mais dans le dernier numéro d'Éléments, François Bousquet vous a interrogé sur votre dernier livre paru à la Nouvelle Librairie, c'est ça, La menace néoconservatrice. Alors, c'est vrai qu'on a pu penser à un moment donné que le néoconservatisme, du moins en France, était en train de s'effondrer, ou s'était effondré. On a un retour maintenant assez accentué du néoconservatisme. Qu'en est-il vraiment de cette menace néoconservatrice? Quels sont ses réseaux? Tout d'abord, la notion m'a intéressé parce que c'est une notion qui est justement assez difficile à cerner. On en parle souvent pour qualifier certains intellectuels, certaines sensibilités géopolitiques, certains think tanks. On parle souvent aussi de la New American Foundation, ce fameux pont qui avait été tissé entre les élites américaines et les élites françaises sous l'impulsion de Valéry Giscard d'Estaing. Et c'est vrai que quand on voit la liste des participants qui sont donc des young leaders, elle est assez impressionnante parce qu'on retrouve vraiment des ponts et des personnages, en tout cas des personnes influentes, que ce soit dans le domaine politique, dans le domaine militaire, dans le domaine journalistique ou communicationnel.
Mais par contre, on retrouve aussi des personnalités comme Dupont-Aignan ou Montebourg qui, eux, ont, comment dire, pris des détours. En tout cas, c'est pour ça que la notion de néoconservatrice, de néoconservateur, on ne peut pas, comment dire, en faire une globalité. Mais par contre, à mon avis, elle est assez intéressante parce que sur le traitement des deux conflits géopolitiques qu'on a pu connaître, c'est vrai que ça a été, il y a eu une quasi-unanimité dans les médias. Les médias de grand chemin ont déroulé le tapis rouge justement à un certain narratif. Et je pense, à mon avis, que c'est un hommage, ou en tout cas qu'il faut rendre à Élément, c'est que Élément fait partie des magazines qui a comment dire, entretenu un discours critique, ou en tout cas qui a eu cette approche distanciée qui était justement, à mon avis, profitable. Là, on peut rendre aussi hommage, par exemple, au travail du Monde diplomatique, qui fait aussi ce travail critique, à mon avis, donc plutôt à gauche. Alors, on a chacun nos positions et, comment dire, nos bases intellectuelles pour avoir cette approche critique, mais à mon avis, c'était assez intéressant. Et donc, moi, j'ai essayé de refaire une généalogie, justement, de l'importation, parce que le néoconservatisme est avant tout un logiciel intellectuel, ou en tout cas une sensibilité qu'on retrouve aux États-Unis vis-à-vis de leur histoire personnelle en tant que pays, parce que c'est vrai que c'est un pays qui s'est développé grâce à l'élan des pères pèlerins, qui est aussi peut-être. Exactement, qui est dans la continuité des Européens, mais par contre qui est aussi une rupture radicale. Et ça aussi, c'est un discours, ou en tout cas comment dire, un peu une pierre d'achoppement, notamment au sein de ma génération, en disant est-ce que les Américains sont des Européens comme les autres, ou alors est-ce qu'il y a véritablement une rupture et qu'aujourd'hui, même si on peut avoir bien évidemment des accords, on marche aussi un peu chacun de notre côté. Donc, j'ai essayé de faire cette généalogie, et c'est vrai que moi, en tout cas, qui est la trentaine, la figure symbolique de ce tournant atlantiste, c'était la présidence Sarkozy. Sauf qu'on se rend bien compte, notamment quand on revient sur la guerre du Kosovo par exemple, que déjà la ligne atlantiste, et même au moment de la guerre du Golfe avec Mitterrand, elle était déjà solidement implantée en France, ou en tout cas le courant était déjà présent. Et donc j'ai essayé de revenir un petit peu sur toute cette généalogie et de montrer pourquoi aujourd'hui on arrive sur une atmosphère néoconservatrice dans les médias de grand chemin, et pourquoi à mon avis on doit essayer toujours de proposer une ligne qui soit plus, comment dire, traditionnelle en France, qui est celle de la troisième voie, et qui est celle de la voie de l'indépendance, et d'avoir cette distance critique vis-à-vis de ces conflits géopolitiques. Alors en tout cas en France, ce néoconservatisme est assez transcourant, puisqu'on trouve des américano-lâtres, autant à gauche qu'à droite, plutôt à droite qu'à gauche, plutôt à gauche qu'à droite d'ailleurs. Je pense, parce que vous parliez de la généalogie de ce néoconservatisme, on peut même remonter jusqu'à Guy Mollet, ou à une certaine social-démocratie qui était toujours du côté de l'atlantisme. Pour l'anecdote d'ailleurs, un certain nombre de maoïstes avaient appelé à voter Charles de Gaulle en 1965 contre Mitterrand, puisqu'ils considéraient que Charles de Gaulle menait une politique anti-impérialiste. Est-ce que vous pourriez peut-être nous éclairer justement de situer sur le champ politique droite-gauche le néoconservatisme? En tout cas, par exemple, aux États-Unis, les premiers néoconservateurs sont des trotskistes, ou en tout cas des personnes qui étaient dans le camp démocrate, et qui vont faire la bascule dans le camp républicain, et qui vont être, comme tout bon trotskiste, anti-stalinien. Et donc après, ils vont voir, et on va voir cette bascule où ils vont rejoindre le camp républicain au moment de la politique Reagan et de la présidence Reagan, pour justement s'opposer à l'URSS. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça traduit aujourd'hui deux points de vue géopolitiques, pour simplifier, aux États-Unis, entre les isolationnistes, ceux qui sont pour un retour et une protection, un protectionnisme, et vraiment se concentrent sur les intérêts américains, notamment sur le territoire, et les interventionnistes qui, eux, sont pour un wilsonisme botté, du nom du président Wilson, où là on est pour un interventionnisme à tout crin un peu partout. Et donc aujourd'hui, par exemple, bientôt va y avoir la prochaine présidence américaine, et on sent que en tout cas, ce clivage aux États-Unis, il est vraiment prégnant, parce qu'il y a par exemple Vance, un de nos collègues aussi, a fait un très bon article sur ce personnage, et qui lui est pour un retour à l'isolationnisme, au protectionnisme, parce que ça parle de plus en plus. Trump d'ailleurs. Exactement. Actualité, il y a eu récemment une tribune signée par un certain nombre de caciques du Parti républicain, qui expliquent qu'ils ne vont pas voter pour Donald Trump. Et parmi ces signataires, on retrouve George W. Bush, et on retrouve un certain nombre d'anciens membres de l'administration
George W. Bush, qui est quand même l'incarnation du néoconservatisme et de l'interventionnisme américain. Petite autre question pour rester sur le cas français. J'ai l'impression que, alors qu'il était très présent dans les années 80-90, notamment à travers des figures comme Jean-Pierre Chevènement ou Régis Debray, la critique de l'impérialisme américain a un peu disparu à gauche, puisqu'au fond, pour parler un peu comme Khamenei, comme un Iranien, pour eux, la question israélienne a remplacé la question de la critique en acte de l'impérialisme américain. Au fond, on entend assez peu parler désormais Jean-Luc Mélenchon de la guerre en Ukraine ou de la politique américaine en Europe. En fait, là, à mon avis, il faut le voir par rapport à sa stratégie électoraliste. Aujourd'hui, Mélenchon est rentré en rupture totale avec la tradition populiste. Il a d'ailleurs fait le ménage dans son parti en excluant tous les anciens souverainistes. Et aujourd'hui, on le voit, son logiciel électoraliste stratégique, c'est celui de draguer les élites, on va dire, métropolitaines plutôt à gauche, qui sont plutôt européistes, ou en tout cas qui se méfient beaucoup de ce discours anti-impérialiste. En tout cas, ça ne lui parle pas. Et par contre, il y a cette drague des banlieues, et donc il essaye de faire cette conjonction très gauchiste, quelque part, entre ces élites métropolitaines bobos, urbaines, et donc les quartiers. Mais oui, on va dire que c'est absolument plus un discours qui va promouvoir, parce que justement, ça pourrait lui aliéner ces populations. Mais par contre, ce qu'il faut reconnaître, c'est quand même sur ces deux conflits géopolitiques, Mélenchon, alors lui, il est toujours assez habile parce qu'il va se revendiquer d'un certain gaullisme, mais il se revendique de l'autre part de l'internationalisme de Jaurès. Il marche toujours un peu sur ses deux jambes comme ça, mais par contre, ça a été une des voies critiques, qui n'est pas la nôtre en tout cas, mais qui était aussi assez intéressante, et aussi on a vu à quel point il a été l'objet justement des médias là-dessus qui l'ont pas laissé tranquille. Raté, en effet. Exactement. Mais il était encore peut-être sous l'influence de Georges Gusmanovic aussi à l'époque. Écoutez, chers téléspectateurs, chers amis de TV Liberté, c'est la fin de cette émission. Je vous rappelle le dernier numéro d'Éléments dans les kiosques ou dans toutes les bonnes librairies. Je vous remercie, chers amis, et nous nous retrouvons d'ici 2 mois. En attendant, dans 1 mois, vous retrouverez l'ami Patrick Luzinski pour l'émission Cette année-là. Bonsoir, bonjour, au revoir.